Monsieur Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce samedi 7 février. Au sommaire de ce soir. 473 kg de cocaïne interceptée à Papeete. La cargaison a été découverte dans un conteneur au port. Une saisie historique qui relance les inquiétudes sur la place de la Polynésie dans les routes du narcotrafic. Le salon du tourisme se déroule dans un climat d'inquiétude. Les discussions se poursuivent entre les professionnels des îles concernées par la DSP et les autorités réunies pour une deuxième journée d'échange. Nous rejoindrons sur place notre journaliste Léa Gugelman pour faire le point. La 23e édition du FIFO se déroule à la Maison de la Culture. Un rendez-vous incontournable du documentaire océanien, cette année marqué par un hommage à Marie Valleux et par plusieurs films présentés hors compétition. En plateau avec nous ce soir, le réalisateur kanak sourd-muet Wallace Junior Cotra. Un retour très attendu sur la scène musicale polynésienne. Eto prépare la sortie de son deuxième album et un concert événement. Un rendez-vous déjà fixé à la Maison de la Culture au plus près de son public. C'est une saisie hors norme. TNTV l'a révélé hier soir. Près de 500 kg de cocaïne interceptée dans un conteneur au port de Papeete. Une information confirmée ce matin par le Haut Commissariat qui évoque la plus importante saisie réalisée en Polynésie sur du fret conteneurisé. Et ce chiffre s'inscrit dans une tendance lourde. En moins d'un mois, près de 10 tonnes de cocaïne ont été interceptées dans les zones polynésiennes. Les explications avec Esther Cuneo. Nouveau coup dur porté aux trafiquants de drogue. La découverte de 16 ballots de cocaïne, soit un total de 473 kilos. Une prise record sur du fret qui a nécessité un vrai travail d'enquête des douaniers. Car au débarquement du conteneur, rien de suspect n'est visible. Et si au premier coup d'œil à l'intérieur, tout semble en ordre, 16 paquets sont finalement découverts entre deux rangées. Les douaniers, ils font un travail en amont d'analyse sur l'ensemble des flux, que ce soit les passagers, le fret postal, mais également les conteneurs, pour savoir exactement d'où vient ce conteneur, ce qu'il transporte, où il va. C'est comme ça que nous déterminons quel est le conteneur que nous allons visiter. Le conteneur en provenance des États-Unis avait transité par les Caraïbes. Autant d'éléments qui permettent d'isoler une cargaison suspecte et de déterminer si un conteneur est intéressant ou pas. Pour les services de l'État, c'est bien sûr une énorme satisfaction. C'est une satisfaction qui s'inscrit dans un travail de l'ensemble des services de l'État, dans le cadre du plan de lutte contre les stupéfiants mis en place par le Haut-Commissaire. Donc la douane fait effectivement, comme les autres services, un énorme travail sur tous les flux. Et principalement sur le fret postal, passagers aériens, les flux maritimes, les petits cargos, mais également les conteneurs comme on l'avait fait là. Et effectivement, 500 kilos, c'est une quantité importante qui porte un coût important après les autres aux organisations criminelles qui envoient de la drogue à travers le Pacifique. Voilà qui porte à près de 10 tonnes la cocaïne saisie en moins d'un mois en Polynésie française. Pas plus tard que lundi, un navire a été arraisonné avec plus de 4 tonnes de cocaïne à bord. Une opération spectaculaire qui a nécessité l'appui d'un patrouilleur et d'un Falcon 50. Autre sujet d'inquiétude, le climat reste tendu au salon du tourisme. Si hier les professionnels des 34 îles desservies par la DSP se sont entretenus avec le président Moetai Broderson pour tenter d'obtenir des réponses, ce soir c'est avec Air Tahiti que les échanges se poursuivent. À quelques mois de l'échéance de la convention et alors que le futur schéma aérien est attendu en juin, les incertitudes demeurent. Sur place, Léa Gugelman, Yorana, Léa, où en sont les discussions ? Bonsoir Mika, ici au Salon du Tourisme, la réunion est en train de se dérouler juste derrière moi entre Air Tahiti et les exposants des 34 îles desservies par la DSP. Pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite et l'inquiétude demeure. J'ai avec moi Raita Richemont, propriétaire d'une pension de famille de Hae, qui était présente à la réunion d'hier et est présente aujourd'hui. Bonsoir Raita. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, qu'est-il ressorti de vos échanges avec le président hier ? Tout le monde a donné son avis hier soir et qu'on voulait donc continuer à travailler avec Air Tahiti et s'il peut aussi signer sur le contrat de 5 ans, comme ça a toujours été le cas. Depuis donc 2 fois, le contrat a été signé depuis 10 ans alors.
Et est-ce que vous êtes satisfaite de cette rencontre d'hier? Moi déjà, j'avais dit à Président, si tu veux qu'on débloque tout ça, c'est ce soir qu'il faut signer avec RTG. Parce que c'est vrai qu'il y a Air Moana aujourd'hui, c'est très bien, mais il n'a pas assez d'avions. Il n'a pas assez d'avions pour desservir toutes les îles. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec Air Tahiti qui se déroule actuellement? On est là, on a entendu donc les réponses de certains qui ont beaucoup posé, demandé des questions, et on a eu les réponses. On est bien contents. Et je pense que maintenant il faut trouver une solution avec le président. La réunion, elle se déroule depuis un peu plus d'1 heure. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette réunion pour le moment? Ça a l'air que tout le monde est content parce que il arrive à répondre à toutes nos questions. Monsieur le directeur général de RTT. Et bien sûr, on est tous inquiets parce que à partir du 1er juillet, on n'aura plus d'avions chez nous. Imaginez un peu, ok, on parle des pensions de famille, mais il y a aussi les agents RTT qui sont dans les îles. Donc tout le monde est impacté quand même. Après, aussi, il y a la population aussi qui habite aussi dans les îles de la DSP. Donc il faut faire quelque chose, voilà. Et justement, dans ce cas où il n'y aurait pas de DSP, sur les mois de saison haute, quelle perte vous estimez? Quelle perte? Il faut qu'il y ait l'avion. Parce que derrière, on a des engagements, on a les travailleurs à régler, à payer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une pension de famille, on donne du travail un petit peu à tout le secteur du tourisme, par exemple. Enfin, du travail, je ne dirais pas du travail, mais c'est plutôt, on apporte quelque chose pour nos périculteurs, nos pêcheurs. Donc voilà, c'est nous qui achetons tout ça. Donc c'est quand même un business derrière qu'on fait aussi avancer dans l'île. Voilà. Certains exposants ont exprimé hier l'envie de quitter le salon. Est-ce que vous les comprenez? Tout à fait. Tout à fait. À quoi ça sert alors de venir? Puisque à partir du mois de juillet, on ne peut pas vendre. Le salon, il est jusqu'au 30 septembre. Donc ça veut dire que toutes les îles de la DSP, ils ne peuvent pas vendre à partir du 1er juillet jusqu'au mois de septembre. Donc c'est quand même énorme. C'est énorme. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'inquiétude monte chez les exposants qui attendent une solution concrète. C'était Léa Gugelman en direct de TNTV. Merci beaucoup Léa Gugelman avec Davidson Bennett à la caméra. À quelques semaines des élections municipales, la campagne entre dans une nouvelle phase. On ouvre cette page spéciale dédiée aux enjeux locaux. Les formations politiques entrent dans le vif du sujet. Le parti Ahireia Purinetia tient actuellement son congrès dans un restaurant de la place à Papeete. Plus d'une centaine de militants ont fait le déplacement salle comble pour définir la ligne de conduite du parti pour ces municipales. Et le compte à rebours est lancé pour les municipales de 2026. Les candidatures devront être déposées entre le 9 et le 26 février dans les 48 communes de la Polynésie française. Plus de 1000 sièges de conseillers municipaux sont à pourvoir. C'est la fin de cette page municipale, une campagne que nous continuerons bien sûr à suivre jusqu'au scrutin. Un rendez-vous culturel fait son retour. Le FIFO s'ouvre cette année dans une atmosphère particulière. Pour sa 23e édition, le festival a choisi de rendre hommage à Marie Valleux, ancienne déléguée générale et l'un des moteurs du rendez-vous documentaire océanien. Un festival toujours aussi engagé à découvrir jusqu'au 15 février à la Maison de la Culture. Parmi les temps forts de cette édition, un film présenté hors compétition. Et avant de rencontrer le réalisateur kanak sourd-muet Wallace Junior Cotra, dont le film Nouvelle-Calédonie, un retour aux racines est présenté hors compétition pour cette édition du FIFO, je vous propose d'en découvrir un extrait. Je suis en route pour la Nouvelle-Calédonie. J'y suis né et à l'âge de 5 ans, parce qu'il n'y avait pas d'école pour les sourds, mes parents ont décidé de partir pour la France. Aujourd'hui, je ressens le besoin de retourner là-bas. J'ai envie de savoir
comment la situation des sourds a évolué. En plateau avec nous, Wallace Junior Cotra, réalisateur kanak accompagné de son interprète Patrick Gache. Yorana, Wallace. Bonjour. Alors, à travers ce documentaire, vous allez à la rencontre de la communauté sourde en Nouvelle-Calédonie parce que vous êtes vous-même sourd. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les réalités vécues par les personnes en Calédonie ? En fait, moi, ça fait 40 ans donc, que je suis parti de Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, j'y retournais régulièrement pour des vacances, retrouver la famille, bien sûr. Alors, il y a eu une évolution positive, c'est que maintenant, il y a un groupe de sourds qui s'est constitué. Ils sont encadrés, ils sont encouragés. Il y a une association de sourds, la PES. Bon, mais ce qui n'existait pas auparavant. Moi, je ne connaissais pas ça. Mais bon, on reste bien loin de ce qui se fait en France métropolitaine, en termes d'accessibilité, en termes d'interprétation, etc. Alors, vous évoquez une triple identité, sourd, kanak et ayant grandi en métropole. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous ce besoin de retourner à vos racines ? Oui, en effet, je suis kanak, je suis sourd et je suis français. Et en fait, kanak, ce sont vraiment mes racines, c'est culturel, c'est familial. Et bon, à cela vient se superposer la question de la surdité. Je suis sourd, donc je suis allé dans les écoles de sourds en France, où il y a une langue des signes qui est reconnue, où il y a une communauté sourde forte et riche. Et en fait, de revenir à mes sources, c'est parce que je suis kanak et je veux faire quelque chose pour les sourds. Vous parlez dans le film d'une parenthèse d'introspection. Qu'est-ce que ce tournage vous a appris sur vous-même au final ? En fait, c'est d'ordre identitaire également. En France, j'ai appris beaucoup de choses, d'un point de vue aussi culturel. Et alors, où est ma place finalement ? Bon, la coutume. Et en fait, je me pose parfois la question, mais c'est vrai que c'est nombreuses identités qui se superposent. Mais c'est jouable. Et je veux que ça le soit pour tous les enfants sourds. Et il faut valoriser les sourds, les rendre visibles. Ils sont là, ils existent bel et bien. Justement, votre père est une personnalité engagée et reconnue dans le paysage médiatique du Pacifique. Est-ce que cette figure a pu vous encourager, à vous inspirer dans votre démarche de porter à l'écran, on va dire, la voix des gens qu'on n'entend pas ? Alors oui, bien sûr. Là, le FIFO, c'est donc la 23e édition. Et moi, je connais ça. Ça a toujours fait partie de ma vie, puisque mon père est un des cofondateurs. Et pour moi, ces objectifs sont clairs. Rendre visibles les gens de l'Océanie. Parce que finalement, ils étaient rendus quasi invisibles avec le développement des bouquets de TV, etc. Mais il y a des éléments très forts de la culture tahitienne, la danse, la musique, la langue, etc. Mais dans cette communauté tahitienne, il y a des enfants sourds et il y a des sourds. Et cela, il faut les rendre visibles. Et donc le FIFO, finalement, répond pile poil à ce besoin de les rendre visibles. J'imagine que c'est ce que vous attendez de la projection du FIFO, avec des échanges avec le public, des débats ou encore des formes de prise de conscience. Oui, bien sûr. Parce que le FIFO, pour moi, c'est la première. Je suis le premier réalisateur sourd à présenter un film. La 23e édition, c'est moi qui vais apporter cet éclairage sur les sourds. Donc oui, j'espère bien qu'il y aura une suite, bien sûr. Merci beaucoup, Wallace, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'était un plaisir. Autre expression artistique, il revient sur le devant de la scène. Le chanteur Eto s'apprête à dévoiler son deuxième album Te Faufa'a, nouvel opus qui le présentera en concert le samedi 21 février au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Plus de détails avec Léa Gugelman. C'est Eto et je suis auteur, compositeur et interprète originaire de Tahiti et de Moorea. On dit souvent que je suis le chanteur au chapeau.
Je définirais ma musique comme étant une musique accessible, une musique métissée, une musique remplie de messages aussi importants. Le titre de l'album, c'était Fofa, qui veut dire le plus important, la richesse. Il y a 3 thèmes que j'espère transmettre, tels que l'amour. Le monde a besoin d'amour, de bienveillance, de lumière. Et l'amour, c'est ce qui va répondre à tous les problèmes. Le deuxième thème, ça va être le respect de la nature. C'est tout simple, sans la nature, il n'y a pas d'humain. Et puis la culture, je suis imprégné de la culture et je trouve que notre langue est exportable. J'y crois fortement. Le monde pourrait s'inspirer de nos valeurs au sein de la culture maori. Je chante en Reo Tahiti tout en utilisant cette guitare style pour faire la promotion des 13 chansons de l'album. J'ai décidé de faire une deuxième fois dans ma carrière un concert au Grand Théâtre de la Maison de la Culture le samedi 21 février 2026 et ça me permettra en tout cas d'intégrer le public dans ma bulle en fait, hein. Et j'espère qu'ils vont aimer toute l'histoire que je vais raconter. Le but c'est vraiment qu'à chaque scène les gens arrivent à se ressentir en tout cas tous les messages et aussi la vibration qu'il y a derrière chaque chanson. Je vais jouer au niveau local sur quelques scènes, hein, fête de la musique ou un festival. Mais le but aussi c'est de s'exporter. Et donc cette année ça va être principalement la métropole dans le mois de juillet et le mois de décembre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après votre émission Waves et après la glisse, place au football avec le match OFC Pro League 2026 Tahiti United face à Bula Boys. À 21h10, ne manquez pas la finale de la Star Academy. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain soir dès 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.